Je m'appelle Julien et j'ai 32 ans. Il y a 2 ans, je me tenais dans l'allée pavée de marbre gelé d'un complexe de montagne 5 étoiles, tandis que mon propre frère m'humiliait devant notre père, se moquant publiquement de mon compte bancaire, de ma carrière et de mon existence tout entière. Alors que j'essayais simplement d'être présent, de tendre une branche d'olivier et d'essayer de faire partie de cette famille, mes parents sont restés là sans rien faire. Ils ont même souri pendant que mon frère se moquait de moi devant des dizaines de clients fortunés et d'employés du complexe. Mais il y avait une chose immense et indéniable qu'ils ignoraient. Je n'étais pas un homme en difficulté et désespéré essayant de sauver les apparences pour mériter leur amour. J'étais l'homme dont la technologie exclusive gérait actuellement l'infrastructure de tout ce domaine de luxe. Et j'avais les documents juridiques bien en sécurité dans ma mallette en cuir, totalement prêt à dépouiller mon frère de son faux empire d'entreprise et à déclencher un procès de grande envergure. Et maintenant, 2 ans plus tard, ce sont eux qui laissent des messages vocaux désespérés, implorant mon pardon et réalisant que leur enfant chéri n'est rien d'autre qu'un imposteur. Avant que je vous raconte exactement comment j'ai démantelé leur illusion parfaite brique par brique, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que le karma vient toujours réclamer ses dettes. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez. Je lis chacun d'entre eux. À présent, revenons au moment où la situation s'est définitivement et durablement retournée. Vous savez quelle est la pire chose concernant les membres toxiques d'une famille? Ils savent exactement où planter le couteau parce que ce sont eux qui ont étudié votre anatomie. Ils connaissent vos insécurités parce que ce sont eux qui les ont installées. L'air là-haut dans la montagne, ce vendredi après-midi, était vif et incroyablement piquant. Le genre de froid qui vous mord immédiatement les joues dès que vous descendez du véhicule. J'ai garé ma Porsche 911 classique entièrement restaurée devant la grande entrée majestueuse du complexe Silver Piney. L'architecture de l'endroit était à couper le souffle. C'était un chef-d'œuvre imposant de bois sombre et de massifs panneaux de verre du sol au plafond qui reflétaient les magnifiques sommets enneigés entourant la vallée. C'était exactement le genre d'immobilier haut de gamme dans lequel ma famille adorait se faire voir. Le genre d'endroit qui respirait la richesse générationnelle, les adhésions exclusives et les comptes bancaires secrets. Mon père, Arthur a loué une immense aile exclusive du complexe pour ce qu'il appelait prétentieusement la retraite de l'héritage de la famille. C'était le fondateur et PDG de Consulting, un homme qui traitait ses enfants non pas comme des êtres humains, mais comme des actifs d'entreprise. Dans son esprit, vous étiez soit une action de premier ordre versant de gros dividendes au nom de la famille, soit un mauvais investissement qu'il fallait liquider. Durant toute ma vie, j'ai été traité comme le mauvais investissement. J'ai mis la voiture sur position de stationnement, j'ai coupé le moteur et j'ai remis mes clés au jeune voiturier qui s'est dépêché d'accourir. C'est exactement à ce moment-là que je l'ai entendu. Les applaudissements lents, sarcastiques et résonnants venant du haut des escaliers. Je me suis retourné pour voir mon frère aîné, Tristan, descendre les marches de pierre majestueuses. Il avait 34 ans, portait un manteau en cachemire bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le salaire du voiturier garant ma voiture. À côté de lui se tenait notre père, l'air aussi affûté, rigide et sévère que d'habitude. Accroché au bras de Tristan se tenait sa femme, Vanessa. Vanessa avait ce sourire parfait, très dessiné et poli qu'elle portait toujours lorsqu'elle était sur le point de dire quelque chose d'absolument terrible déguisé en compliment. Tristan s'est arrêté à quelques pas de moi. Il a regardé ma magnifique Porsche, puis a jeté un coup d'œil à mon simple manteau de laine sans marque et a laissé échapper un rire moqueur, bruyant et théâtral. Eh bien, a ricané Tristan, d'une voix assez forte pour être entendue par les clients qui arrivaient. Je ne savais pas qu'il laissait entrer les voitures de location sur la propriété, Julien. As-tu dû vider tout ton compte chèque et saturer tes cartes de crédit juste pour avoir l'air présentable ce week-end? Tu sais, il n'y a pas de honte à prendre le bus. Mon père n'est pas intervenu. Mon père ne l'a pas corrigé. Mon père a juste ajusté sa montre coûteuse, a poussé un lourd soupir et m'a lancé un regard de déception pure et absolue. Il a secoué lentement la tête. Julien, pourquoi as-tu toujours besoin d'être si ostentatoire avec des choses que tu ne peux manifestement pas te permettre? Ce week-end est consacré aux affaires sérieuses et à l'héritage familial, pas à tes petits jeux d'imitation. Tristan a fait un pas de plus, envahissant mon espace personnel, l'odeur de son parfum coûteux m'étouffant presque. Il a pointé un doigt parfaitement manucuré vers ma poitrine. Tu ne peux absolument pas te permettre ce style de vie, petit frère. Jouer à faire semblant et essayer d'agir comme si tu appartenais à notre tranche d'imposition ne fait qu'embarrasser le nom de la famille.
Nous savons tous que tu t'en sors à peine. J'ai regardé Tristan droit dans les yeux. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas serré les poings. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai juste laissé le vent froid fouetter l'air autour de nous, fixant un homme entièrement fait d'arrogance creuse. Avant que je ne puisse prononcer un seul mot pour ma défense, les lourdes portes en chêne finement sculptées du hall principal se sont ouvertes. Monsieur Vance, le directeur général du complexe, est sorti rapidement. C'était un homme distingué aux cheveux argentés qui ne traitait habituellement qu'avec des milliardaires, des gestionnaires de fonds spéculatifs et des chefs d'État. Il est passé directement devant mon père. Il est passé directement devant Tristan et Vanessa. Il s'est arrêté juste devant moi, a redressé ses épaules et a fait une révérence profonde et incroyablement respectueuse. « Bon retour, monsieur » a dit monsieur Vance, sa voix empreinte du plus grand respect. « C'est un honneur absolu de vous avoir à nouveau parmi nous. Votre suite privée VVIP est prête, et nous avons configuré le climat, l'éclairage et la sécurité exactement selon les préférences de votre système personnel. Dois-je faire monter votre bordeaux de garde habituel ?» Le silence qui est tombé sur l'allée était absolu. Il était assourdissant. On aurait pu entendre un seul flocon de neige toucher le sol. Le sourire suffisant et arrogant de Tristan s'est évanoui instantanément. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée, sa bouche restant ouverte comme un poisson hors de l'eau. Vanessa a cligné des yeux rapidement, ses yeux passant frénétiquement de mes bottes usées à l'allure impeccable du directeur. Mais la meilleure réaction a été absolument celle de mon père. Arthur est, un homme qui se flattait de tout savoir sur tout le monde, un homme qui contrôlait chaque récit, semblait complètement déstabilisé. La couleur a totalement quitté son visage, le laissant pâle et soudainement très vieux. J'ai adressé à monsieur Vance un signe de tête poli et chaleureux. « Merci, monsieur Vance. J'apprécie l'attention portée aux détails. Veuillez faire monter le vin. Je me dirigerai vers ma suite d'ici peu. » Je me suis retourné vers ma famille. J'ai pris mon sac de voyage en cuir usé des mains du voiturier, j'ai regardé mon père droit dans ses yeux choqués et je suis passé devant eux sans dire un seul mot. Lorsque j'ai passé la carte d'accès noire et élégante et que je suis entré dans mon immense pantouse de plusieurs pièces surplombant la vallée de pin, je n'ai pas ressenti le besoin de faire la fête. Je ne me suis pas versé un verre pour trinquer à ma victoire. J'ai juste ressenti une concentration froide et incroyablement vive. Je me suis dirigé vers le lourd bureau en acajou, j'y ai posé mon sac et j'ai ouvert la fermeture éclair de la poche avant. J'ai sorti un dossier manille cartonné épais et lourd. À l'intérieur de ce dossier se trouvait un procès d'entreprise d'envergure en attente, une pile de brevets internationaux et la destruction absolue et indéniable de toute la carrière de Tristan. Je me suis versé un verre d'eau glacée, j'ai regardé les montagnes majestueuses et j'ai pensé à la décennie d'enfer atroce qu'il m'avait fait traverser pour m'amener à cette pièce exacte. Il y a 10 ans, j'avais 22 ans, je venais d'obtenir mon diplôme universitaire, je portais une montagne de dettes étudiantes et j'étais assis nerveusement dans le bureau de mon père, immense et intimidant. La pièce sentait fort les cigares importés coûteux, les vieilles reliures en cuir et Lego. Je transpirais dans mon costume de remise de diplôme bon marché et mal ajusté. J'avais passé toute ma dernière année à faire des nuits blanches et à éviter tous les événements sociaux, construisant un prototype pour un système d'intégration domotique révolutionnaire. C'était brut, ce n'était pas peaufiné, mais le codage de base était absolument solide. J'avais juste besoin d'un petit prêt d'amorçage pour le lancer d'une infime fraction de l'argent que mon père avait joyeusement remis à Tristan pour un projet de restaurant prétentieux et raté 2 ans auparavant. Un projet qui avait fait faillite et pour lequel les avocats s'étaient disputés pendant des mois à cause de factures de fournisseurs impayées. J'ai étalé les schémas détaillés sur son immense bureau en acajou. J'ai expliqué ma vision avec enthousiasme. Je lui ai dit à quel point l'infrastructure automatisée gérée par IA était l'avenir indéniable du développement immobilier commercial. Arthur a à peine regardé les papiers. Il s'est adossé dans son fauteuil en cuir moelleux, a joint les doigts sous son menton et a soupiré. C'était ce soupir lourd, fatigué et profondément condescendant qu'il me réservait exclusivement. « Julien » a-t-il commencé, d'un ton dégoulinant de condescendance. « Tu manques de vision. Tu es un bricoleur. » Et Consulting s'est construit sur des relations d'affaires solides et traditionnelles, des négociations en face à face et des acquisitions immobilières, pas sur des gadgets technologiques tape à accent grave-l'œil et instables qui seront obsolètes dans 1 an. Tu gâches ton diplômé, franchement, tu embarrasses mon éthique de travail avec tes petits projets de garage. Puis est venu l'ultimatum, le piège.
Il s'est penché en avant, le regard froid. Si tu veux faire partie de l'héritage de cette famille, tu devais mériter ta place. Tristan vient de recevoir une promotion majeure en tant que vice-président des acquisitions. Je veux que tu commences au bas de sa division. Tu seras son commis à la saisie de données. Tu géreras ses feuilles de calcul, organiseras ses dossiers et apprendras comment fonctionne une vraie entreprise sous sa direction. Il voulait que je sois un secrétaire de luxe pour le frère qui payait d'autres enfants pour faire ses devoirs de lycée parce qu'il était trop occupé à faire la fête. Il voulait m'asservir, me garder fermement sous la coupe de Tristan, afin que la hiérarchie familiale reste parfaitement intacte. J'ai regardé les plans dans lesquels j'avais versé mon âme. Je les ai rassemblés, les ai remis dans mon dossier bon marché et j'ai refusé poliment. Je lui ai dit que je croyais en mon produit et en moi-même. Le contre-coup fut rapide et impitoyable. Ce week-end-là, ma mère, Eleanor, m'a invité à son country club select pour un brunch. J'étais assez naïf pour penser qu'elle allait me soutenir, peut-être me glisser un chèque ou m'offrir des encouragements maternels. J'étais un idiot. Devant une assiette de Bénédicte hors de prix, elle a tendu la main à travers la nappe d'un blanc impeccable et a tapoté la mienne. Elle a utilisé sa voix douce, mélodieuse et typique de la haute société pour prononcer les paroles les plus venimeuses et les plus destructrices que j'ai jamais entendues. « Julian, mon chéri », a-t-elle roucoulé, les yeux vides de toute chaleur. « Tu dois arrêter cette compétition pathétique avec Tristan. C'est embarrassant pour nous tous. Tristan est le visage de la famille. Il a le charisme, l'allure, le pédigré. Il est fait pour diriger. Ta présence. Eh bien, tes petites rébellions ne sont qu'une distraction. Tu dois apprendre à accepter ta place à l'arrière-plan. Nous avons tellement dépensé pour tes études, sacrifiant notre propre confort, et c'est ainsi que tu nous remercies? En refusant de soutenir ton propre sang. Elle parlait de sacrifier leur confort comme s'ils vivaient avec peine avec un salaire minimum, essayant désespérément de garder l'électricité allumée, au lieu de gagner des millions de dollars par an. De maximiser leur plan de retraite et de débattre du pays européen dans lequel ils allaient acheter une maison d'été. J'ai réalisé à ce moment-là, sous les lustres de cristal de cette salle à manger, que ma famille ne voulait pas d'un second fils. Ils voulaient un générateur de secours. Et quand j'ai absolument refusé d'être branché sur la machine de Tristan pour alimenter son ego, ils ont définitivement coupé le cordon. J'ai été discrètement désinvité des dîners de Thanksgiving. J'ai été écarté des groupes de discussion familiaux concernant les obsèques de ma grand-mère jusqu'à la toute dernière minute. Ils m'ont effacé tranquillement, méthodiquement, de leur histoire, pour que je disparaisse. J'ai embrassé le fantôme qu'ils voulaient que je sois. J'ai loué un studio minuscule, misérable et claustrophobique au-dessus d'un restaurant de friture ouvert 24h24 dans un quartier malfamé de la ville. Les murs minces tremblaient violemment chaque fois que le cuisinier allumait le gros extracteur industriel. L'endroit sentait constamment la graisse rance, le café brûlé et le désespoir. Mais le loyer était bon marché, et cela me donnait un espace physique pour installer mes serveurs. Pendant les 5 années éprouvantes qui ont suivi, j'ai travaillé 100 heures par semaine. J'ai accepté des travaux de codage en freelance épuisants, construisant des systèmes de gestion basiques pour des dentistes et des mécaniciens locaux, juste pour payer le loyer et garder l'électricité allumée. J'ai versé le moindre centime d'économie dans mon entreprise. C'était un travail brutal, éreintant. Il y avait des nuits où je dormais sur le sol en bois dur et plein d'échardes parce que ma colonne vertébrale était trop abîmée pour grimper sur mon matelas posé à terre. Pendant cette période sombre, j'ai fait venir un gars de mes années d'université nommé Greg. Greg était un brillant développeur front-end, un gars capable de rendre n'importe quelle interface magnifique, mais il n'avait absolument aucune patience ni loyauté. Il voulait de l'argent rapide et facile. Il voulait vendre notre logiciel à moitié fini et non breveté au premier acheteur de fonds vautours qui nous offrirait des miettes. Je voulais bâtir un empire. Je voulais obtenir des brevets inattaquables. Quand j'ai catégoriquement refusé de vendre trop tôt, Greg a explosé. Il a emballé ses écrans, m'a traité de perdant arrogant et délirant, et a passé la porte. Il m'a promis que je mourrais fauché et seul dans ce studio au-dessus de la friture. Pendant ce temps, alors que je mangeais des nouilles instantanées et écrivais du code à 3 heures du matin, je devais regarder la vie incroyablement fausse de Tristan se dérouler sur les réseaux sociaux. Ma mère publiait d'inlassables photos bien choisies de Tristan et Vanessa sur des yachts affrétés, souriant lors de galas de charité et posant fièrement devant des jets privés qui ne leur appartenaient pas. Tristan jouait à la perfection le rôle du PDG visionnaire,
entièrement soutenu par l'argent d'Arthur, ses relations et ses avocats agressifs. Il construisait un héritage massif entièrement fait de papier mouillé. J'en construisais un en acier renforcé. À la fin de ma vingtaine, j'ai enfin finalisé mon brevet principal. J'avais développé avec succès un système d'IA adaptatif capable de réguler parfaitement l'énergie, la sécurité et la climatisation pour de grands bâtiments commerciaux, réduisant les frais généraux d'électricité d'une entreprise de près de 30%. Je n'ai pas de temps à perdre à courir après la notoriété locale ou à mendier l'approbation de mon père. J'ai présenté ma technologie directement en Europe. J'ai décroché mon premier contrat majeur de plusieurs millions de dollars à Zurich, puis à Berlin, puis à Genève. L'argent a commencé à couler à flot. Pas seulement un salaire confortable, mais une véritable fortune générationnelle. J'ai engagé une ingénieure principale brillante et impitoyable nommée Elena, j'ai construit un siège social hautement sécurisé en centre-ville et j'ai gardé mon nom complètement en dehors de la presse. J'opérais strictement sous le nom d'une holding. Je voulais que mon travail, mon produit parle de lui-même, détaché du nom toxique des haies. Puis l'invitation sur papier cartonné lourd est arrivée par la poste. La retraite de l'héritage de la famille est. Ma mère avait inclus une note manuscrite passive-agressive au dos, indiquant qu'elle espérait que je pourrais me permettre de prendre quelques jours de congé de mes petits passe-temps informatiques pour célébrer les réussites de mon frère. Je savais exactement ce qu'était cette retraite. C'était un couronnement d'entreprise. Arthur s'apprêtait à se retirer et à céder officiellement et légalement tout le royaume, l'héritage, le portefeuille immobilier à Tristan. J'ai regardé l'invitation. J'ai regardé l'équipe juridique massive qui travaillait avec diligence devant mon bureau aux vitres insonorisées. J'ai décidé qu'il était enfin temps de rentrer à la maison et d'assister au couronnement. La salle à manger privée du complexe ce soir-là était tout simplement spectaculaire. De massifs lustres de cristal pendaient au-dessus d'une grande table en acajou poli. Des serveurs en gants blancs versaient silencieusement du vin français d'un grand millésime. Autour de la table se trouvaient les membres clés de la famille, mes parents, Tristan et Vanessa. Mais il y avait aussi deux invités très importants présents pour assister aux événements du week-end. L'une était ma tante Clara, la sœur cadette d'Arthur. Clara était une femme vive, farouchement indépendante et la seule personne de toute la famille à voir clair dans le jeu clinquant de Tristan. Chaque fois que j'étais là, elle m'adressait toujours un sourire complice et chaleureux qui me montrait qu'elle comprenait mon silence. L'autre invité était Monsieur Sterling, membre principal du conseil d'administration et actionnaire majoritaire de E-Consulting. C'était un homme d'affaires de la vieille école, impitoyable et incroyablement riche, qui avait une influence considérable sur l'avenir financier de l'entreprise. Vers la fin du plat principal, Arthur a tapoté son couteau d'argent contre son verre de cristal pour réclamer l'attention de la salle. Il s'est levé, le torse bombé, rayonnant d'une fierté arrogante. Il a prononcé un long discours égocentrique sur l'avenir de l'immobilier commercial, l'évolution du marché mondial et l'importance des lignées fortes. Puis il a levé son verre bien haut en direction de Tristan. Arthur a fièrement et bruyamment annoncé que Tristan venait à lui seul de décrocher le plus gros contrat de conseil de l'histoire des 30 ans de l'entreprise, une refonte complète des systèmes sur 5 ans pour la multinationale Apex Corporation. Mon père a qualifié Tristan de véritable visionnaire. Il a déclaré que l'héritage familial, que tout l'héritage était en sécurité entre ses mains hautement capables. Tout le monde à la table a applaudi avec enthousiasme. Vanessa rayonnait, posant sa main manucurée sur le bras de Tristan, jouant la parfaite épouse d'affaires dévouée. Tristan a bu les applaudissements comme une éponge, son ego se gonflant jusqu'à remplir la pièce. Puis, parce que Tristan ne pouvait jamais gagner avec élégance, parce qu'il devait toujours s'assurer que j'étais en train de perdre, il a jeté son dévolu sur moi. Tristan s'est penché en avant, faisant tourner paresseusement son vin coûteux dans son verre. Il m'a regardé depuis l'autre bout de la tablée, avec un sourire en coin, m'a demandé comment se portait ma petite entreprise de réparation d'ampoules. Il a dit bien fort à toute la table que j'étais le bricoleur classique, un gars qui jouait toujours avec des fils dans le noir, sans jamais saisir la vision globale d'une véritable entreprise. Il a proposé, d'un ton dégoulinant d'une pitié hypocrite, de me confier peut-être un petit contrat de sous-traitance sur le projet Apex si j'avais besoin de rembourser des cartes de crédit ou de rattraper mon retard de loyer. J'ai posé lentement ma fourchette. L'argent a teinté sèchement contre la porcelaine fine. J'ai regardé Tristan, laissant ses mots planer dans l'air, puis j'ai tourné mon regard vers Monsieur Sterling, qui observait l'échange avec des yeux plissés et calculateurs.
J'ai déclaré calmement et clairement que signer un contrat de 5 ans avec Apex Corporation était un suicide financier absolu. La table est devenue d'un silence de mort. L'ambiance joyeuse s'est évaporée instantanément. Le visage d'Arthur est devenu d'un rouge de colère profond. Il a frappé la table du poing et a exigé de savoir de quoi je parlais, m'accusant d'essayer de gâcher le moment de gloire de son fils. J'ai gardé une voix parfaitement égale, totalement exempte d'émotion. J'ai expliqué à la table qu'Apex était célèbre sur le marché européen pour épuiser les cabinets de conseil. Il vidait les ressources d'une entreprise pour les refontes initiales coûteuses, puis rompait intentionnellement le contrat au cours de la 2e année, entraînant le cabinet de conseil dans des années de litige avec une armée d'avocats d'affaires jusqu'à ce que le cabinet fasse faillite. J'ai mentionné très négligemment que leur directeur des achats, un certain monsieur Ross, avait pris un vol privé pour se rendre à mon siège social à Zurich il y a 6 mois, me suppliant pratiquement de lui accorder une licence pour mon logiciel d'infrastructure automatisée. « Et qu'as-tu fait, Julien ?» a demandé tante Clara, les yeux pétillants d'un amusement contenu. J'ai refusé net, ai-je répondu, en fixant mon père droit dans les yeux. Parce que mes analystes financiers ont procédé à une vérification de leurs antécédents et ont découvert que leur code de crédit était totalement inventé. Ils sont insolvables. Tristan a explosé. Il a frappé des 2 mains sur la table, faisant trembler violemment les couverts. Il m'a traité de menteur jaloux et pathétique. Il a hurlé qu'il était absolument impossible qu'un grand directeur international comme M. Ross mette un pied dans le sous-sol graisseux depuis lequel je travaillais. Son visage était violet de rage. Il m'a accusé d'être follement jaloux de sa promotion. Il a crié que je croulais probablement sous des dettes louches et illégales, empruntant à des personnes dangereuses juste pour louer cette Porsche et faire semblant pendant le week-end. Il a pointé un doigt tremblant vers ma poitrine, sa voix résonnant dans la grande pièce, « Tu es un imposteur, Julien. Tu ne peux absolument pas te permettre ce style de vie. Toute ton existence est un mensonge pathétique conçu pour te faire te sentir mieux d'être un échec. » Je n'ai pas crié en retour. Je ne me suis pas défendu avec des mots. J'ai simplement glissé ma main dans la poche intérieure de ma veste sur mesure. J'ai sorti une enveloppe épaisse et lourde, de couleur crème, portant le sceau de cire imposant de l'une des banques d'affaires suisses les plus grandes et les plus impitoyables au monde. Je l'ai posée délicatement sur la table en acajou poli et je l'ai fait glisser doucement le long du bois, directement vers mon père. « Tu n'as pas à me croire sur parole, » ai-je dit doucement. « Tu es libre de l'ouvrir, Arthur. » Arthur a froncé les sourcils, sa colère momentanément remplacée par une profonde confusion. Il a pris l'enveloppe, a brisé l'épais seau de cire et a sorti les documents juridiques filigranés à l'intérieur. J'ai observé ses yeux parcourir le texte. J'ai vu ses pupilles se dilater sous le coup d'un choc absolu. J'ai vu sa posture arrogante et inflexible s'effondrer complètement alors que la réalité des chiffres frappait son cerveau. C'était une lettre d'intention formelle, juridiquement contraignante, pour le rachat total de ma holding. L'offre du fonds de Genève s'élevait à 48 millions de dollars en espèces. La voix d'Arthur a tremblé, se brisant comme une branche sèche, lorsqu'il a lu le chiffre à haute voix devant la salle silencieuse. 48 millions de dollars. Tristan s'est figé comme s'il avait été frappé par la foudre. La couleur suffisante et condescendante a totalement quitté le visage de Vanessa, la laissant visiblement malade. Monsieur Sterling s'est penché en avant sur sa chaise, changeant totalement d'attitude, son regard devenant soudainement aiguisé et intensément intéressé par moi. Tante Clara a juste bu une gorgée lente et hautement satisfaite de son vin, cachant un sourire prédateur et éclatant derrière son verre de cristal. J'ai regardé Tristan droit dans ses yeux paniqués. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste porté le coup final. Je ne vais pas accepter l'offre, évidemment, ai-je dit négligemment, en ajustant mes manchettes. Mes analystes prévoient que mon entreprise doublera cette évaluation d'ici le prochain trimestre fiscal, dès que notre division de Singapour ouvrira. Accepte mes conseils, Tristan, assure-toi que tes avocats lisent attentivement les petits caractères de ce contrat Apex avant qu'il ne ruine complètement l'entreprise d'Arthur et ne gâche ton héritage. Je me suis poliment excusé auprès de la table, je me suis levé et je suis sorti de la salle à manger, les laissant étouffer dans la réalité écrasante et indéniable de ma réussite. L'après-midi suivant marquait l'événement central de tout le week-end, la présentation de la vision de la famille est, très attendue. Elle se tenait dans la salle du sommet du complexe, un magnifique espace de conférence à la pointe de la technologie avec des baies vitrées donnant sur les vallées de pins. Les membres du conseil d'administration étaient tous assis. Les associés principaux avaient pris l'avion pour venir,
et ma famille était assise, rigide, au premier rang. Tristan était au pupitre. Il avait désespérément besoin de se remettre de l'humiliation absolue que je lui avais infligée au dîner. Et je savais qu'un homme à l'ego aussi fragile, si terrifié à l'idée de perdre son statut d'enfant prodige, ferait quelque chose d'incroyablement désespéré. Je ne savais simplement pas à quel point il était prêt à jouer de manière sale et pathétique. Tristan a fait défiler ses diapositives élégantes et surchargées en utilisant des mots creux du jargon d'entreprise, parlant de domination du marché, d'expansion agressive et de synergie. Puis il s'est arrêté. Il a pris une profonde inspiration et a affiché son visage le plus profondément concerné et affligé. Il a dit à la salle comble que la transparence et l'honnêteté étaient les valeurs fondamentales de e-consulting. Il a ajouté que cela lui brisait le cœur en tant que frère de faire cela, mais qu'il devait protéger le conseil d'administration contre les fausses informations et la richesse fabriquée. Il a cliqué sur la télécommande. Une capture d'écran géante est apparue sur le projecteur principal. C'était un site web, mais ce n'était pas mon domaine d'entreprise actuel, hautement sécurisé. C'était la page d'accueil horrible, maladroite et embarrassante que Greg et moi avions construite il y a 7 ans, à l'époque où nous mourions de faim et travaillions dans ce studio au-dessus de la friture. Il y avait un logo pixelisé affreux, des liens HTML brisés et une liste de services informatiques de base qui ressemblaient au dépliant d'un adolescent faisant de petits travaux dans le quartier. Tristan a soupiré lourdement dans le microphone, jouant les martyrs. Il a dit à la salle que ce site pathétique était la réalité de mon prétendu empire technologique. Il a dit au conseil d'administration que je souffrais manifestement de graves délires de grandeur, peut-être d'une dépression nerveuse, et que le document de la banque suisse présenté au dîner devait être un faux hautement illégal acheté sur Internet. Il m'a dépeint comme un imposteur mentalement instable qui avait besoin d'une aide psychiatrique urgente, et non d'un siège à la table des adultes. Au premier rang, Vanessa a sorti un mouchoir de son sac de créateur et a tapoté ses yeux secs, jouant à la perfection le rôle de la belle-sœur profondément brisée et inquiète. C'était un assassinat public brutal et calculé de mon personnage. C'était conçu pour me discréditer totalement avant que je ne puisse à nouveau contester son autorité. Mais Tristan a commis une erreur fatale et arrogante. Il s'est fié à Greg, un ex-associé aigri qui ne m'avait pas parlé depuis 7 ans, pour obtenir ces informations. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas piqué de crise. Je me suis simplement levé de ma chaise au dernier rang. La pièce s'est tendue. Monsieur Sterling a tourné sa chaise pour m'observer, le regard calculateur. J'ai descendu directement l'allée centrale, mais pas résonnant dans la salle silencieuse, jusqu'au pupitre. Tristan a essayé de me bloquer de son corps, le visage rouge, mais je ne l'ai même pas regardé. J'ai tendu la main, j'ai débranché le câble HDMI de son ordinateur portable et je l'ai branché directement sur ma propre tablette cryptée. J'ai regardé les associés principaux. Mon frère a absolument raison sur un point, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans toute la pièce. La transparence est primordiale. J'ai tapoté mon écran. Le projecteur s'est allumé brillamment. Mon véritable tableau de bord d'entreprise est apparu en direct. Des données en temps réel provenant de serveurs répartis sur 3 continents. J'ai affiché les rapports d'audit certifiés et tamponnés de la Banque internationale. J'ai montré les accords de licence actifs de plusieurs millions de dollars avec 3 des plus grands promoteurs immobiliers commerciaux d'Europe. Et enfin, j'ai affiché le registre officiel des brevets délivrés par le gouvernement pour le logiciel d'IA avec mon nom et ma holding estampillés en haut de page. Je me suis tourné vers le public stupéfait. J'ai expliqué que le site web que Tristan venait de leur montrer était un domaine abandonné d'il y a 7 ans, vendu pour quelques milliers de dollars par un ex-associé aigri. J'ai regardé Tristan, qui transpirait à grosses gouttes à travers sa chemise sur mesure, les mains tremblantes. Les vrais hommes d'affaires, ai-je dit d'une voix froide comme la glace, n'ont pas besoin de fouiller dans les poubelles pour prouver leur valeur. Et ils ne mentent certainement pas à leur conseil d'administration. La salle était d'un calme absolu. Les associés principaux prenaient des notes à toute vitesse. Tristan avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre sous ses pieds. Les fausses larmes de Vanessa ont disparu instantanément. Arthur est resté figé, contemplant la preuve indéniable de son erreur de jugement monumentale. Je suis retourné à ma place, j'ai tranquillement rangé ma tablette dans mon sac en cuir et j'ai quitté la salle de conférence sans me retourner. Plus tard dans la soirée, de retour dans le sanctuaire tranquille de ma suite, mon téléphone crypté a vibré. C'était Elena, mon ingénieure principale, restée au siège.
Elle avait effectué un traçage approfondi sur une série de mails anonymes et hautement diffamatoires envoyés à mes partenaires européens au cours des 2 dernières semaines, tentant de m'accuser faussement de vol de propriété intellectuelle et de ruiner ma réputation. La voix d'Elena était ferme. Elle m'a dit qu'elle avait décrypté le routage. Les métadonnées et l'adresse IP correspondaient directement, sans aucun doute possible. Les emails de sabotage ne provenaient pas d'un concurrent commercial. Ils provenaient directement du réseau privé de Tristan et Vanessa. Vanessa avait méticuleusement rédigé les mensonges, et Tristan les avait envoyés. C'était un délit fédéral. C'était un sabotage d'entreprise passible de poursuites pénales. J'ai remercié Elena, lui ai dit de préparer les preuves pour notre équipe juridique et j'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre la nuit de montagne sombre et glaciale. La trahison était si profonde qu'elle me laissait de marbre. Mon propre frère essayait de détruire mon gagne-pain. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. C'était Liam, l'assistant personnel de Tristan. Sa voix tremblait violemment, murmurant dans le récepteur. Il m'a dit qu'il se cachait dans la cuisine de service du complexe. Il a dit qu'il ne pouvait plus garder le secret parce qu'il savait que l'arrogance de Tristan allait détruire toute l'entreprise et coûter leur emploi à des centaines de personnes. Quand Liam m'a dit quel était ce produit, le sang s'est glacé dans mes veines. Tristan n'avait pas seulement essayé de ruiner ma réputation. Il n'avait pas seulement menti au conseil d'administration. Il m'avait volé. Il avait volé mes plans originaux et s'apprêtait à présenter ma propre technologie brevetée au monde comme sa propre invention. J'ai dit à Liam de sécuriser tous les fichiers internes, de garder la tête basse et d'attendre mon signal. J'ai raccroché. La tempête n'était pas terminée. Elle prenait juste des forces, et j'allais être celui qui apporterait la foudre. Pendant 3 mois longs et d'une lenteur agonisante après la retraite en montagne, je n'ai absolument rien fait. Je n'ai pas appelé mon père pour exiger des excuses. Je n'ai pas riposté publiquement contre la campagne de dénigrement pathétique et désespérée de Tristan. Je me suis contenté de m'asseoir dans mon bureau sécurisé en centre-ville, entouré de ma brillante équipe d'ingénieurs, et j'ai regardé le temps s'écouler. La patience est l'arme ultime et indéniable de l'homme autodidacte. Les personnes qui héritent de leur pouvoir, les personnes exactement comme mon frère aîné, n'ont absolument aucune notion de la patience, car elles n'ont jamais eu à attendre quoi que ce soit de toute leur vie de privilégiés. Ils veulent immédiatement la promotion de direction. Ils veulent l'augmentation de salaire massive à 6 chiffres sans jamais faire d'heures éprouvantes. Ils veulent sécuriser l'héritage familial avant même que les funérailles n'aient lieu. Je savais avec une certitude absolue que l'arrogance aveugle de Tristan serait son propre bourreau. J'avais juste besoin d'être assez discipliné pour lui tendre la corde et le regarder faire le nœud. Pendant cette période d'attente intense, Liam, l'assistant personnel de Tristan, incroyablement anxieux mais en plein conflit moral, est devenu ma ligne de vie absolue. Chaque vendredi soir, à 18h précises, Liam m'appelait depuis un téléphone prépayé intraçable alors qu'il était assis dans un café bondé et bruyant à 3 villes du siège de E-Consulting. Il me transmettait les détails du plan de Tristan. Tristan reprenait les anciens plans bruts et hautement imparfaits que j'avais naïvement montrés à mon père il y a 10 ans dans son bureau, les enveloppait dans une toute nouvelle présentation d'entreprise et qualifiait effrontément cette technologie volée de E5. C'était censé être un système d'infrastructure automatisé révolutionnaire et exclusif qui garantirait théoriquement à E-Consulting un monopole total sur tout le marché européen de l'immobilier commercial. Tristan avait imprudemment engagé une grande équipe de graphistes et de consultants marketing hautement payés pour créer des rendus 3D hyperréalistes du système. Il dépensait des millions de capitaux d'investissement de notre père pour une campagne publicitaire massive pour un produit qu'il ne comprenait pas fondamentalement, qu'il ne pouvait pas coder et qu'il ne pouvait pas réellement construire. C'était l'illusion d'entreprise ultime, un château de cartes construit sur des bases de pur vol. Et Arthur, complètement aveuglé par son besoin désespéré d'un héritier parfait, validait aveuglément chaque note de frais frauduleuse que Tristan faisait glisser sur son bureau. Le grand théâtre de cette fraude monumentale était officiellement planté lors du banquet annuel des actionnaires de E-Consulting. Ce n'était pas un simple dîner d'entreprise. C'était la soirée la plus importante de l'exercice financier. C'était la nuit cruciale où les décisions financières majeures étaient prises, où les membres impitoyables du conseil d'administration scrutaient la trajectoire de l'entreprise et où des dizaines de millions de dollars de capitaux d'investissement étaient suspendus à un fil. L'événement se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Plaza, un lieu si sélect et si cher qu'il fallait 2 années complètes pour figurer sur la liste d'attente.
Je n'avais évidemment pas reçu d'invitation formelle. Je n'en avais pas besoin. Je possédais l'entreprise qui gérait l'ensemble du protocole de sécurité du plaza lorsque la nuit tant attendue du banquet est enfin arrivée. La ville était glaciale, frappée par une tempête hivernale rigoureuse qui couvrait les rues de verglas. Je portais un costume sur mesure gris anthracite foncé, élégant, incroyablement cher, mais d'une grande sobriété. Je ne voulais pas ressembler à un homme qui cherchait à attirer l'attention. Je voulais ressembler à un bourreau. Je portais une mallette en acier renforcé. À l'intérieur de cette mallette hautement sécurisée se trouvait le prototype physique et entièrement fonctionnel de la technologie exacte que Tristan s'apprêtait à revendiquer, ainsi qu'une pile de documents de brevets officiels prouvant ma propriété absolue. Je suis entré dans le hall somptueux du plaza, me fondant parfaitement dans la masse des investisseurs fortunés, des parties prenantes anxieuses et des avocats d'affaires affûtés. La grande salle de bal était un spectacle d'une richesse excessive et non méritée. De massifs lustres de cristal baignaient l'immense pièce d'une lueur dorée et flatteuse. Des serveurs en smoking blanc impeccable glissaient silencieusement entre les tables, portant de lourds plateaux d'argent chargés de champagne coûteux et de caviar importé. Je me tenais tranquillement près du fond de la salle, partiellement caché par une immense composition florale, et j'observais simplement ma famille évoluer dans son habitat naturel. Ma mère, Eleanor, portait une robe sur mesure absolument éblouissante, tenant presque salon près du premier rang des tables VIP. Elle avait l'air incroyablement fière, rayonnante d'un sourire doucereux, acceptant les félicitations prématurées d'autres riches épouses d'hommes d'affaires, comme si elle avait personnellement conçu cette technologie révolutionnaire. Arthur parcourait activement la pièce comme un politicien chevronné et désespéré, serrant fermement les mains, tapotant le dos de membres puissants du conseil d'administration et dirigeant l'attention de chacun vers la scène immense et brillamment éclairée à l'avant de la salle. Il rayonnait de fierté. C'était le rêve de sa vie qui se réalisait. Son fils choisi, l'enfant prodige qu'il avait préparé pendant des décennies, était sur le point de cimenter l'héritage familial pour toujours. Puis les lumières principales se sont éteintes. Un silence soudain et plein d'attente est tombé sur la foule de 300 personnes. Une musique épique, cinématographique et théâtrale a commencé à résonner dans le système audio de pointe. Un projecteur blanc et éblouissant a frappé le centre exact de la scène. Tristan est sorti. Il était vêtu impeccablement d'un smoking sur mesure, dégageant une confiance travaillée et artificielle qui masquait l'absence totale de talent en lui. Il tenait une télécommande de présentation sans fil élégante dans sa main droite. Vanessa était assise bien droite au premier rang, applaudissant plus fort et plus chaleureusement que quiconque dans le bâtiment. Un regard de triomphe féroce et cupide était plaqué sur son visage lourdement maquillé. Elle dépensait déjà l'argent dans sa tête. Tristan a pris une profonde inspiration théâtrale. Regardant la vaste mer d'investisseurs fortunés, il a commencé sa présentation. Il a magnifiquement parlé. Je lui accorderai toujours ce mérite unique, il savait comment se donner en spectacle devant un public. Il a parlé avec passion de l'évolution rapide de l'immobilier mondial, du besoin urgent d'infrastructures commerciales durables et de la lourde responsabilité de e-consulting à mener l'industrie vers le XXIe siècle. Pendant 30 ans, mon père a bâti cette entreprise magnifique sur une confiance inébranlable, des relations solides et des fondations incroyablement stables, a lancé Tristan à la foule, sa voix résonnant parfaitement dans la salle silencieuse. Mais la fondation de demain exige une innovation audacieuse. Elle exige un système qui réfléchit activement, s'adapte rapidement et protège farouchement nos investissements massifs. Ce soir, je suis incroyablement fier et profondément honoré de dévoiler enfin un projet hautement confidentiel que j'ai personnellement développé dans le secret le plus absolu ces 4 dernières années. Un projet qui va redéfinir complètement toute notre industrie. Il a levé la main de manière théâtrale et a cliqué sur la télécommande sans fil. L'écran géant haute définition derrière lui s'est allumé de couleurs éclatantes. Un rendu 3D parfait et détaillé d'un centre de traitement central est apparu, tournant lentement pour montrer chaque angle. De grandes lettres grasses et lumineuses ont clignoté sur l'écran, et 5. La foule a laissé échapper un soupir d'admiration collectif. Arthur a hoché la tête solennellement au premier rang. Son torse était tellement bombé que les boutons de son smoking semblaient sous tension. Monsieur Sterling, assis tranquillement à la table d'honneur centrale, s'est penché en avant, visiblement intrigué par ce spectacle visuel. Tristan a commencé à détailler les spécifications techniques hautement complexes. Il a décrit avec aisance les protocoles de contrôle climatique adaptatif, les réseaux de sécurité automatisés inviolables et les algorithmes révolutionnaires d'efficacité énergétique. Je me tenais au fond de la salle,
le sang glacé. Il lisait textuellement les points spécifiques du plan dans lequel j'avais versé mon sang, ma sueur et mes larmes pendant des nuits blanches infinies dans ce studio misérable et infesté de cafards au-dessus de la friture. Il volait effrontément le travail de toute ma vie, mes innombrables nuits blanches et le génie de mon équipe d'ingénieurs. Et il le présentait au monde comme sa propre vision brillante. Il a promis avec confiance au conseil d'administration que le prototype physique était déjà dans les phases finales de fabrication et qu'il commencerait les installations exclusives et hautement lucratives au cours des 2 prochains trimestres financiers. Les applaudissements qui ont suivi ont été absolument assourdissants. C'était une ovation debout immédiate. Des personnes puissantes se levaient avec enthousiasme, applaudissant à tout rompre pour un homme qui n'aurait même pas pu écrire une ligne de code HTML de base si sa vie en dépendait. J'ai regardé Vanessa se lever, acclamant son mari qui était sur le point de lui assurer un héritage massif sur plusieurs générations. J'ai vu ma mère essuyer délicatement une larme de joie absolue. J'ai vu mon père regarder son fils aîné avec cette fierté pure et inconditionnelle qu'il m'avait activement et cruellement refusée toute ma vie. J'ai serré la poignée en acier froid de ma lourde mallette. Le métal était réconfortant contre ma paume moite. J'ai attendu patiemment que les applaudissements atteignent leur sommet. J'ai attendu que Tristan soit complètement baigné dans la lumière glorieuse de sa réussite volée. J'ai attendu qu'il se sente complètement, totalement intouchable. Puis je suis sorti de derrière la composition florale et j'ai commencé à descendre l'allée centrale. La grande salle de bal résonnait encore d'applaudissements enthousiastes lorsque je suis sorti des ombres du fond de la salle pour entamer ma marche lente et délibérée le long de l'allée centrale. Je n'ai pas pressé le pas. Je n'ai pas couru comme un fou. J'ai marché avec le poids lourd, indéniable et terrifiant d'un homme qui possédait la vérité destructrice absolue. Les riches investisseurs assis aux tables du fond ont remarqué ma présence en premier. Les applaudissements nourris les plus proches de moi ont commencé à faiblir, puis se sont arrêtés complètement à mesure que les gens tournaient la tête avec une profonde confusion. Le silence soudain et étrange s'est propagé comme un virus contagieux, se déplaçant régulièrement du fond de la salle vers les premiers rangs. Au moment où j'ai atteint le milieu de l'allée, l'ovation debout s'était complètement éteinte, remplacée par un silence incroyablement tendu, lourd et étouffant qui ressemblait exactement à celui d'un enterrement. Tristan se tenait fièrement au pupitre en bois, un sourire victorieux et arrogant plaqué sur le visage. Mais alors que toute la salle devenait silencieuse, il a fini par regarder au-delà du premier rang admiratif. Il a balayé l'allée du regard. Il m'a vu. Son sourire ne s'est pas seulement effacé, il s'est brisé violemment. Le personnage de PDG arrogant et parfait s'est effondré en temps réel. Il a serré les bords du pupitre en bois si fort que ses articulations sont devenues blanches. Il ressemblait exactement à un homme terrifié qui venait de voir un fantôme vengeur sortir d'une tombe fraîchement creusée. J'ai enfin atteint le tout premier rang. Le silence était d'une lourdeur terrifiante. 300 paires d'yeux influents étaient fixés sur moi, attendant la catastrophe imminente. J'ai regardé Arthur droit dans les yeux, lui qui s'était levé à moitié de son siège coûteux, son visage vieillissant se tordant rapidement en un masque de panique soudaine et de rage furieuse. J'ai regardé Vanessa, dont les mains s'étaient relâchées le long de son corps, la mâchoire grande ouverte d'incrédulité. J'ai regardé Monsieur Sterling, le membre impitoyable du conseil d'administration, dont le regard aiguisé et calculateur passait de la figure visiblement terrifiée de Tristan à la lourde mallette en acier que je tenais fermement dans ma main droite. Je n'ai pas demandé de micro. J'ai simplement projeté ma voix, la rendant tranchante, grave et claire comme du verre brisé, la faisant résonner dans la salle de bal silencieuse. « Excusez-moi » ai-je annoncé, ma voix coupant l'air lourd et tendu. Arthur a enfin retrouvé sa voix, surmontant son choc. Il a fait un pas agressif en avant, le visage rouge de colère, pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. « Julien, comment oses-tu ? Sécurité, escorter cet homme dehors immédiatement. Tu es en train de gâcher la soirée la plus importante de ton frère. Tu essaies de ruiner toute cette entreprise par pure jalousie pathétique. » 2 gardes de sécurité de l'hôtel ont commencé à s'avancer rapidement par les allées latérales. Mais Monsieur Sterling a soudainement levé une main autoritaire depuis la table d'honneur. Les gardes se sont figés sur le champ. Monsieur Sterling représentait l'argent. Monsieur Sterling possédait le véritable pouvoir dans cette salle, pas mon père. Laissez le jeune homme parler, Arthur, a ordonné Monsieur Sterling, sa voix grave grondant comme un tonnerre lointain. S'il a une inquiétude légitime concernant la technologie exclusive dans laquelle nous nous apprêtons à investir des dizaines de millions de dollars, je veux absolument l'entendre avant de signer le moindre chèque.
Arthur a dégluti avec difficulté, semblant physiquement malade et soudainement très faible. Il s'est rassis lentement, me lançant des regards noirs. Je suis monté calmement sur la scène. Tristan s'est reculé physiquement, terrifié, reculant pas à pas jusqu'à ce que son dos touche l'écran géant qui affichait le design volé. Il avait l'air minuscule. Je me suis dirigé vers le centre de la scène. J'ai posé fermement la lourde mallette en acier sur le parquet poli. J'ai ouvert les verrous métalliques renforcés. Le bruit sec a résonné bruyamment dans la salle silencieuse. J'ai ouvert le couvercle. J'ai plongé la main à l'intérieur et j'ai sorti un boîtier de traitement physique lourd, élégant et magnifiquement conçu. C'était la manifestation physique indéniable du rendu 3D qui brillait actuellement sur l'écran géant juste derrière nous. La seule différence était la plaque d'authentification métallique gravée, solidement boulonnée à l'avant de mon appareil. J'ai tenu l'appareil en l'air pour que toute la salle puisse le voir. Ceci, ai-je déclaré, ma voix résonnant d'une autorité inébranlable, et le boîtier d'infrastructure adaptatif que mon frère vient de passer 20 minutes à vous décrire. Il est parfait. Il est révolutionnaire, et il est légalement et indéniablement mien. Le soupir collectif du public fut parfaitement audible. Des murmures furieux ont éclaté dans la salle comme un feu de forêt. Tristan a commencé à bafouiller, d'un ton génial et désespéré, il ment. C'est un faux. C'est un accessoire bon marché. Il l'a acheté sur Internet pour m'humilier. Arthur, dis-leur qu'il est fou allié. Faites-le sortir. J'ai complètement ignoré ces plaintes pathétiques. J'ai replongé la main dans la mallette sécurisée et j'ai sorti une pile de documents juridiques notariés. Je me suis dirigé vers le bord de la scène, juste au-dessus de la table VIP de Monsieur Sterling. J'ai regardé le membre du conseil d'administration droit dans les yeux. Monsieur Sterling, vous êtes un homme d'expérience qui comprend parfaitement les conséquences financières dévastatrices d'un procès massif contre une entreprise. Ce que je tiens dans la main en ce moment est le brevet américain numéro 847B, déposé, vérifié et sécurisé par ma holding privée il y a plus de 3 ans. Il est accompagné des brevets internationaux légalement obtenus à Zurich, Berlin et Genève. J'ai tendu la pile de documents à Monsieur Sterling. Il les a pris, a sorti ses lunettes de lecture et a allumé la petite lampe de table pour les examiner. Je me suis tourné vers la foule, pointant un doigt accusateur vers l'écran géant derrière Tristan tremblant. Le magnifique design que vous voyez briller sur cet écran est une réplique directe et non autorisée de ma technologie exclusive. Mon frère n'a pas inventé ce système. Il a volé les premiers schémas que j'ai personnellement présentés à mon père il y a 10 ans. Il a payé des designers externes avec des millions de vos dollars pour modéliser mon travail privé, et il se tient devant vous ce soir pour tenter de commettre une fraude d'entreprise massive en obtenant vos capitaux d'investissement pour un produit qu'il ne peut légalement ni fabriquer, ni vendre, ni distribuer, ni même toucher. Les murmures frénétiques se sont transformés en une révolte de colère. Les investisseurs sortaient leur téléphone, envoyant des messages à leurs équipes juridiques et à leurs courtiers. Les membres du conseil d'administration s'interpellaient en colère d'une table à l'autre. Arthur semblait sur le point de faire un arrêt cardiaque. Il s'est avancé, s'agrippant au bord de la scène pour ne pas tomber. Julian, c'est de la folie pure. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas faire ça à ton propre frère. Tu détruis sa promotion. Tu détruis l'avenir de ses futurs enfants. Pense à ta pauvre mère. Pense à l'héritage des haies. J'ai baissé les yeux vers mon père désespéré, l'homme qui m'avait humilié, rejeté et qui avait essayé de me forcer à une vie de servitude. Tu as perdu le droit d'utiliser le mot famille il y a 10 ans, Arthur, ai-je répondu froidement, sans aucune pitié. Tu voulais un grand héritage. Regarde autour de toi. Le voilà. C'est l'héritage que tu as bâti, un enfant chéri menteur qui doit voler pour survivre et un père trop aveugle pour voir la pourriture dans sa propre maison. Monsieur Sterling a soudainement frappé la table de sa main lourde. Le bruit sec a fait taire la salle à nouveau. Il s'est levé lentement, tenant mes documents de brevet en main. Son visage était un masque de pure colère. Il a regardé directement Tristan, qui tremblait, presque en larmes contre l'écran géant. Les numéros de brevet sur ces documents juridiques correspondent parfaitement au code de série gravé sur le prototype physique, a annoncé Monsieur Sterling, sa voix résonnant avec une autorité terrifiante. Il a tourné son regard furieux vers Arthur. Arthur, ton fils prodige vient d'exposer notre entreprise à un procès pour vol de propriété intellectuelle de plusieurs millions de dollars qui va tous nous ruiner.
Il a menti au conseil d'administration. Il a menti aux actionnaires. Tristan a désespérément essayé de parler, des larmes de panique dans les yeux. Monsieur Sterling, monsieur, s'il vous plaît. Je peux tout expliquer. C'était juste un simple malentendu sur les protocoles de licence. Ferme ta bouche, a hurlé monsieur Sterling, sa voix faisant vibrer les lustres de cristal, faisant taire Tristan instantanément. Il s'est tourné vers le reste de la salle sous le choc. Cette présentation frauduleuse est terminée. Le conseil d'administration se réunira immédiatement en session d'urgence dans la suite Penthouse. L'illusion parfaite était brisée pour toujours. L'héritage intouchable des venait de brûler sous les yeux de 300 témoins influents. J'ai calmement repris mon prototype, fermé ma mallette et quitté la scène. J'avais gagné. Le chaos qui a suivi immédiatement le banquet gâché fut un spectacle de carnage pour l'entreprise. La grande salle de bal s'est vidée en un temps record, les investisseurs terrifiés fuyant la salle comme des rats d'un navire en perdition, terrifiés à l'idée d'être légalement associés à un scandale public de vol de propriété intellectuelle. Les seules personnes restant dans l'espace immense étaient les employés de l'hôtel et ma famille brisée, qui s'étaient rassemblés dans le salon VIP privé situé juste derrière la scène principale. Je n'ai pas quitté l'immeuble tout de suite. Je suis entré calmement dans ce salon, posant ma lourde mallette sur la table basse en verre. Tristan était assis, effondré sur un canapé en velours, la tête dans les mains, en pleine hyperventilation. Vanessa arpentait le sol comme un animal en cage, pâle, appelant frénétiquement son avocat personnel sur son téléphone. La réalité de la perte de son style de vie luxueux, de son héritage et de son statut social la frappait de plein fouet. Eleanor pleurait bruyamment, Dabine son maquillage ruiné avec un mouchoir en soie trempée. Arthur se tenait silencieusement près de la grande fenêtre, regardant la ville glaciale. L'arrogant titan de l'industrie avait disparu, remplacé par un vieil homme brisé et terrifié faisant face à la destruction de l'œuvre de sa vie. Eleanor m'a vu entrer et s'est précipitée vers moi, attrapant les revers de mon manteau. Ses larmes tachaient le tissu de laine coûteux. « Julian, s'il te plaît, je t'en supplie », a-t-elle plaidé, la voix brisée, oubliant son attitude de la haute société. « S'il te plaît, tu dois retirer ces documents de brevet. Tu dois monter et dire à monsieur Sterling que c'était juste une erreur. Un projet familial commun qui a mal tourné. Si tu déposes ce procès, Tristan ira en prison fédérale. Il perdra tout. Vous êtes frères. Vous partagez le même sang. Tu ne peux pas le détruire. » J'ai doucement mais fermement retiré ses mains tremblantes de mon manteau. J'ai reculé d'un pas délibéré, créant une distance physique entre nous. Partager le même sang ne donne pas un laissez-passer gratuit pour commettre une fraude fédérale, mère, ai-je dit calmement, la voix neutre. Vanessa a cessé de marcher et s'est tournée violemment vers moi, le regard plein de venin. Tu as planifié tout cela. Tu as attendu la soirée la plus importante de sa vie pour le détruire en public. Tu es un monstre, Julian. J'ai laissé échapper un rire amer et sans aucune joie. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti une clé USB noire cryptée. Je l'ai jetée négligemment sur la table en verre, où elle a atterri dans un bruit sec. Tu veux vraiment parler de monstre, Vanessa, ai-je demandé, la fixant jusqu'à ce qu'elle recule physiquement. Cette clé contient le traçage complet et légalement vérifié des emails anonymes et diffamatoires que tu as envoyés à mes partenaires européens il y a 3 mois pour détruire ma réputation et mon entreprise. L'adresse IP remonte directement à votre réseau domestique privé. J'ai les horodatage précis. J'ai les fichiers de brouillon qu'Elena a récupérés directement de votre serveur non sécurisé. C'est un cyberdélit fédéral majeur. C'est de l'espionnage d'entreprise. Si je remets cette clé aux autorités demain matin, vous ferez tous les deux face à de la prison, et n'importe quel juge de ce pays accordera un jugement civil qui saisira chaque actif que vous possédez actuellement. Arthur s'est enfin détourné de la fenêtre. Il s'est avancé lentement vers le centre de la pièce. Il a regardé la petite clé USB, puis a fixé Tristan avec un dégoût que je n'avais jamais vu sur le visage d'un père. « Arthur, ai-je dit, m'adressant directement à mon père brisé. Tu as exactement 1 heure avant que monsieur Sterling ne réunisse le conseil d'administration là-haut. Tu sais exactement ce que tu dois faire pour te sauver. » Arthur a fermé les yeux. Il a pris une inspiration tremblante et douloureuse. Quand il les a rouverts, la décision était prise. C'était un homme d'affaires impitoyable d'abord, et un père ensuite. Pour sauver l'entreprise moribonde, il devait amputer le membre infecté.
Tristan, a dit Arthur, d'une voix vide. Tu es officiellement et définitivement suspendu de e-consulting, avec effet immédiat. Tu vas rendre tes clés, tes comptes de crédit d'entreprise et tes badges d'accès à la sécurité ce soir avant de partir. Demain matin, tu signeras une lettre de démission officielle invoquant des raisons de santé soudaines. Tristan a laissé échapper un gémissement pathétique, tombant à genoux sur le sol. Papa, non, s'il te plaît. Je suis ton fils. Je suis l'héritier choisi. Je le faisais pour la famille. Tu es un risque juridique majeur, a hurlé Arthur, retrouvant un vestige de sa force passée. Tu as volé. Tu as menti au conseil. Tu as failli me coûter mon entreprise et toute ma fortune. Arthur s'est tourné lentement vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts et suppliants. Il s'est presque traîné vers moi, les mains tendues. Julien, mon fils, tu as fait tes preuves. Tu es brillant. Tu as bâti un empire à partir de rien. Fusionnons nos entreprises. Apporte ta technologie chez e-consulting. Nous allons tout repositionner. Tu seras le seul et unique PDG. Tout l'héritage sera sous ton contrôle. S'il te plaît, je t'en supplie, abandonne les poursuites. C'était exactement l'offre dont j'avais rêvé à l'âge de 22 ans. C'était la validation finale. Le royaume était enfin à moi. J'ai regardé mon père désespéré. J'ai cherché au fond de mon âme, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de joie triomphante, juste un sentiment immense de paix tranquille. Non, Arthur, ai-je dit doucement mais fermement. Arthur a semblé stupéfait, comme si je lui avais tiré dessus. Quoi? Pourquoi? C'est tout ce que tu as toujours voulu de moi. J'ai repris ma mallette en acier. J'ai regardé ma mère en larmes, mon frère ruiné à genoux et mon père brisé. Parce qu'il y a 10 ans, ton grand héritage n'avait absolument pas de place pour moi, ai-je dit d'une voix assurée. Et en regardant de près ce que ton héritage est devenu, je n'ai absolument pas de place pour lui dans ma vie. Demande à tes avocats de contacter mon équipe juridique pour un règlement financier concernant le vol de propriété intellectuelle. N'essaie plus jamais de m'appeler. J'ai tourné le dos à ma famille toxique pour toujours. Je suis sorti du salon VIP, j'ai traversé la salle de bal vide et silencieuse, et je suis sorti dans la nuit d'hiver glaciale. J'ai remis mon ticket au voiturier, je suis monté dans ma Porsche chaude et je me suis éloigné des décombres de leur vie sans regarder une seule fois dans le rétroviseur. Une année complète et incroyablement paisible s'est écoulée depuis la nuit où l'héritage des s'est effondré dans cette salle de bal. Quand on trouve enfin le courage de couper les tissus toxiques et cancéreux de sa vie, la vitesse à laquelle on guérit est vraiment miraculeuse. L'univers a une manière poétique d'équilibrer les plateaux de la justice, et la réalité misérable de leur nouvelle vie est une chose avec laquelle ils doivent se réveiller chaque matin. Tristan n'est pas allé en prison fédérale. Après d'intenses négociations, j'ai accepté un règlement amiable très coûteux avec le conseil d'administration de e-consulting pour éviter les tribunaux publics, principalement pour épargner à tante Clara l'embarras public. Cependant, les conséquences internes ont été dévastatrices pour mon frère. Le conseil d'administration a retiré à Tristan toutes ses paréactions. Il a été légalement et définitivement banni de tout poste de direction dans le secteur. Aujourd'hui, l'ancien enfant chéri travaille de longues heures dans un petit bureau sans fenêtre et mal ventilé au sous-sol d'une petite entreprise de logistique appartenant à un vieil ami d'Arthur qui a eu pitié de lui. Il répond à des appels de clients en colère et remplit des rapports d'expédition toute la journée. Son nouveau salaire est une fraction dérisoire de son ancien style de vie, suffisant à peine à couvrir ses dépenses de base. Vanessa, comme on pouvait s'y attendre, n'est pas restée pour partager cette vie de pauvreté. Dès que les cartes de crédit d'entreprise ont été gelées, que le salaire a été réduit et que les voitures de luxe ont été saisies par la banque, elle a immédiatement demandé le divorce. Ce fut une bataille juridique brutale, laide et très médiatisée. Parce que Tristan avait bêtement signé un contrat de mariage mal rédigé des années auparavant, l'avocat agressif de Vanessa a réussi à obtenir près de la moitié de ses actifs personnels restants. Il n'y avait pas d'enfants issus de ce mariage, Dieu merci, donc pas de bataille de garde compliquée, mais elle l'a laissé ruiner financièrement et complètement seule dans un petit appartement bon marché. Quant au fameux contrat avec Apex Corporation que Tristan avait défendu avec tant de fierté, exactement comme mes analystes et moi l'avions prédit, Apex a rompu le contrat dès la 2e année, refusant de payer les derniers millions de dollars. Ils ont invoqué des retards et une mauvaise gestion. Monsieur Ross,
le directeur des achats arrogant qui avait supplié pour obtenir ma technologie, a été licencié à la suite d'un scandale d'audit interne. Et Consulting a subi un coup financier catastrophique, forçant Arthur à prendre une retraite anticipée, stressante et déshonorante. Son empire immobilier autrefois fier n'est plus qu'une fraction de ce qu'il était. Ma vie, en revanche, s'est rapidement développée dans des proportions que je n'aurais jamais cru possibles lorsque je dormais sur le sol de ce studio. Ma holding a lancé avec succès la technologie d'IA dans toute l'Europe et s'est rapidement étendue vers les marchés asiatiques. Nous avons récemment ouvert un nouveau siège social à la pointe de la technologie à Tokyo. La richesse immense que j'ai générée est sécurisée, totalement indépendante et gardée par ma propre équipe juridique. Mais bien plus important que l'argent à la banque, j'ai enfin trouvé une paix d'esprit profonde. Tard une nuit, il y a environ 6 mois, mon téléphone privé a sonné. C'était Arthur. J'ai hésité à l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté et j'ai répondu. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Je pouvais de manière claire entendre sa respiration lourde et fatiguée à travers le haut-parleur. J'ai vu l'article dans le Wall Street Journal, a fini par dire Arthur, la voix enrouée, affaiblie et vaincue, à propos de l'expansion à Singapour. Oui, ai-je simplement répondu, n'ajoutant rien d'autre à la conversation. Tu as bâti quelque chose de vraiment incroyable, Julian, a-t-il chuchoté. Formuler ces mots semblait lui faire physiquement mal à la gorge. Tu as réussi. Tu as très, très bien réussi. Il ne s'est pas excusé explicitement pour les abus. Il n'a pas demandé mon pardon. Il a juste offert la validation finale après laquelle j'avais couru pendant toute ma jeunesse. J'ai attendu que les vieux sentiments familiers reviennent, le besoin désespéré de son approbation paternelle, le désir de lui hurler dessus pour toutes les années perdues et douloureuses. Mais rien n'est venu. La source émotionnelle était complètement tarie. Merci, Arthur, ai-je dit calmement, ne ressentant rien d'autre que le sentiment d'avoir tourné la page. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai bloqué définitivement le numéro. J'ai réalisé avec clarté à cet instant précis que sa validation ne signifiait plus rien pour moi. Je n'avais pas besoin qu'il me dise que j'avais réussi. J'avais les brevets, l'entreprise prospère et le respect de moi-même pour me le prouver chaque jour. La semaine dernière, tante Clara est venue me rendre visite dans mon Penthouse. Elle a apporté une bouteille d'un excellent vin de garde et une petite photo élégamment encadrée. C'était une photo de moi prise à l'âge de 10 ans, couvert de cambouis, tenant un grille-pain cassé que j'avais réussi à démonter et à remonter. C'était la seule photo survivante de toute mon enfance où je souriais d'un sourire sincère et heureux. Clara nous a versé un verre de vin. Elle a regardé mon bureau immense, puis m'a fixé avec une fierté immense. Tu sais, Julian, a-t-elle dit doucement en tenant son verre. La leçon la plus difficile à apprendre dans cette vie, c'est que parfois, la famille dans laquelle on est n'est qu'un accident biologique. La vraie famille, les personnes qui comptent vraiment, sont celles qui respectent tes limites, célèbrent ton esprit unique et t'aiment profondément quand tu n'as absolument rien d'autre à leur offrir que toi-même. Elle avait entièrement et indéniablement raison. J'avais passé tellement de temps à essayer de rentrer dans un moule rigide qui écrasait mon esprit. Je pensais à tort que supporter le manque de respect constant était le prix à payer pour obtenir leur amour conditionnel. Ce n'est que lorsque je suis parti, que j'ai posé des limites fermes et protégé mon énergie, que j'ai découvert mon véritable but. Mon but n'était pas d'être un personnage secondaire oublié dans la vie fausse et glamour de Tristan. C'était d'être le maître architecte de ma propre réalité.